À vous qui écoutez. Et si tout pouvait se révéler autrement, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nuance. Et si ce que nous percevons du monde n'était pas aussi fiable que ce que nous le pensons, nous avons tendance à croire que notre esprit, il enregistre la réalité telle qu'elle est, que ce que nous voyons, nous comprenons ou encore nous retenons correspond fidèlement aux faits. Mais la perception, ce n'est pas un simple reflet du monde extérieur, c'est une construction qui va être influencée par différents éléments. Nos attentes, notre mémoire, nos émotions par exemple. Et c'est exactement dans cette logique que s'inscrit l'effet Barnum, qui va décrire notre tendance à accepter comme très personnel un énoncé qui est pourtant vague et largement applicable. Si l'on revient à l'origine de cet effet, il a été découvert en 1948 par le psychologue américain Bertram Forer. Et l'expérience qu'il a menée, c'est devenu un véritable classique en psychologie. Il a proposé à ses étudiants un test de personnalité où il leur a été précisé que leurs réponses allaient être analysées avec soin et qu'ils recevraient ensuite tous un retour individualisé. Quelques jours plus tard, chacun reçut effectivement son profil avec des formulations telles que « vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore pleinement utilisé ». Il leur a ensuite été demandé d'évaluer la justesse de ce portrait et la majorité des étudiants ont trouvé que cette description était très précise et très fidèle à ce qu'ils étaient. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils avaient en fait tous reçu exactement le même texte. Et ce qui me semble important dans cette expérience, ce n'est finalement pas l'idée que l'on puisse se tromper ni de se juger pour cela, parce que ce n'est pas une question d'intelligence ni de crédulité. C'est plutôt une illustration très fine de la manière dont notre esprit fonctionne. Nous cherchons spontanément du sens, de la cohérence. Et quand une phrase elle reste suffisamment large, comme par exemple « vous êtes sensible, mais capable de force lorsque c'est nécessaire », eh bien, il va être très humain que cette phrase semble faire écho en nous parce que nous avons tendance à y projeter notre propre histoire, nos propres nuances et nos propres expériences. Et en réalité, ce n'est pas une erreur isolée de notre esprit, mais plutôt l'interaction de plusieurs processus cognitifs. Le premier mécanisme central, ça va être la validation subjective. Quand nous allons recevoir une information à notre sujet, nous allons chercher spontanément et souvent inconsciemment dans notre mémoire des éléments qui vont venir la confirmer. Et ce qui va correspondre va être retenu par notre attention et ce qui ne correspond pas passera plus facilement au second plan. Également, les éléments qui vont être cohérents avec l'image que nous avons de nous-mêmes, surtout lorsqu'ils sont valorisants, ils vont être plus facilement assimilés que ceux qui vont venir introduire une dissonance ou encore une remise en question. Et les descriptions Barnum, elles contiennent majoritairement des traits valorisants ou des défauts qui vont être présentés comme compréhensibles. Par exemple, vous êtes sociable, mais vous savez aussi vous montrer réservé lorsque cela est nécessaire. Et cette formulation, elle offre une double possibilité d'identification parce qu'elle est suffisamment ambiguë pour que chacun puisse choisir la partie qui correspond le mieux à son état du moment ou encore à l'image que l'on souhaite avoir de soi-même. La dimension de l'autorité, elle joue également un rôle important dans cet effet parce que lorsque le message vient d'une source que l'on juge fiable, notre vigilance, elle diminue. Et sur le plan linguistique, ces énoncés, ils vont utiliser des procédés très précis. On va retrouver par exemple des mots abstraits, des truismes. Alors les truismes, ce sont des évidences qui vont être présentées comme profondes. Par exemple, vous accordez de l'importance à l'honnêteté dans vos relations.
où il va être rare finalement que quelqu'un revendique l'inverse. On peut retrouver aussi des formulations impersonnelles, passives. Par exemple, des blocages émotionnels peuvent émerger dans les prochains jours, plutôt que vous avez du mal à gérer certaines de vos émotions en ce moment. Et parfois même, on va aussi retrouver des questions rhétoriques, comme par exemple, vous arrive-t-il de vous sentir parfois incompris? Au fond, tout cela va répondre à un besoin humain fondamental de comprendre qui nous sommes, et l'incertitude, elle est inconfortable. Et nous sommes biologiquement programmés pour justement rechercher des repères, des structures, du sens. Et le cerveau, il va préférer du coup une explication imparfaite plutôt que l'absence d'explication. Si l'on se tourne maintenant au niveau neuroscientifique, lorsque nous lisons une description de personnalité qui va venir faire écho, il y a plusieurs réseaux cérébraux qui vont venir s'activer. On va retrouver notamment le système de récompense où la libération de dopamine va venir générer une sensation agréable de cohérence et de familiarité. À l'inverse, l'incertitude, quant à elle, elle va venir activer davantage le système limbique et plus précisément l'amygdale. L'amygdale, c'est une structure qui est impliquée dans la détection de la menace, mais également dans la réponse émotionnelle, notamment l'anxiété. Et donc le fait d'adhérer à une description préétablie, même si elle reste vague, elle va réduire cette tension. Un autre élément fondamental qu'il est important de noter, ça concerne la mémoire, qui est reconstructive et sélective. En effet, c'est important de préciser qu'elle ne stocke pas les souvenirs de manière figée, elle va venir les reconstruire à chaque rappel. Et lorsque nous allons adhérer à une description, le cerveau il va venir sélectionner plus facilement les souvenirs cohérents avec celle-ci et venir consolider l'intégration de ces éléments en mémoire. Il faut aussi rappeler que notre cerveau, il fonctionne selon un principe d'économie énergétique. Le fait de traiter la complexité du réel, cela va demander beaucoup de ressources métaboliques, alors que, au contraire, le fait d'adhérer à une explication plutôt simple, qui reste cohérente, eh bien, c'est moins coûteux en énergie que le fait de maintenir une position d'incertitude prolongée. Ce n'est donc pas un simple biais, mais plutôt l'expression coordonnée de mécanismes adaptatifs. Et ce qui me semble important à souligner aussi, c'est que l'effet Barnum, il paraît souvent inoffensif dans un premier temps. Après tout, le fait de se reconnaître dans une description, ça peut faire du bien, ça peut rassurer. Mais le point de vigilance, il va apparaître lorsque justement cette description va commencer à orienter nos décisions ou lorsqu'elles deviennent une manière de nous définir. Et on le voit notamment avec la question de l'autodiagnostic, qui est de plus en plus présente aujourd'hui. Certaines descriptions vont être suffisamment larges pour que beaucoup de personnes puissent s'y reconnaître. Le fait de se sentir mal à l'aise en public, ou encore peut-être d'avoir du mal à soutenir le regard des autres personnes, ou encore d'avoir du mal à comprendre certaines fois le sarcasme, eh bien ce sont des expériences humaines relativement fréquentes, bien qu'il existe des intensités très variables. Et donc, le fait de se reconnaître dans un contenu, cela ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'un trouble clinique. Alors bien sûr, attention, la sensibilisation au trouble, c'est une avancée précieuse qui permet vraiment de réduire la stigmatisation, mais également d'encourager les personnes concernées à venir consulter. Mais lorsque des descriptions vagues sont interprétées comme des diagnostics, cela peut conduire à la multiplication d'auto-étiquetages. Et une étiquette, lorsqu'on s'y accroche trop vite, elle peut devenir enfermante. Alors, parfois, elle peut apporter un soulagement, mais parfois aussi, elle peut figer, devenant une forme de justification ou encore de résignation. Je suis comme ça, je ne peux pas changer. Et à cet endroit-là, il ne va pas s'agir de nier les difficultés, mais plutôt de pouvoir veiller à ce que ces étiquettes ne prennent pas toute la place dans la manière dont on se définit. Il y a aussi un aspect plus contemporain qu'on peut aborder, notre relation aux intelligences artificielles,
Les réponses qui vont être générées, elles peuvent paraître très personnalisées, donnant l'illusion d'une compréhension intime et spécifique, et pourtant il s'agit d'un traitement automatisé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire finalement face à cela? Eh bien, il ne va pas s'agir de devenir méfiant parce qu'il est probablement impossible de l'éliminer totalement, mais simplement d'introduire un petit peu de recul en se posant par exemple certaines questions comme: est-ce que cela peut concerner plusieurs personnes? Et d'où vient cette information? Ce ne sont pas des questions qui vont venir invalider votre ressenti, mais plutôt des questions pour venir le nuancer. Et en cas de doute concernant un trouble, rien ne remplace une évaluation clinique rigoureuse. Parce qu'il est important de souligner qu'un diagnostic, il ne se reconnaît pas, mais il va venir s'explorer à travers une analyse fine, différenciée. Et peut-être que l'essentiel, il est là. Nous ne sommes jamais réductibles à une simple description. Et finalement, préserver cette complexité, c'est aussi préserver notre liberté, la liberté d'évoluer et de ne pas nous enfermer trop vite, peut-être, dans une case. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.